Coup de théâtre dans le match 3 avec une victoire des Boston Celtics, pourtant privés de leur meneur superstar Isaiah Thomas sur le parquet des Cleveland Cavaliers. Une victoire qui s'est dessinée au milieu du troisième quart-temps où sur un intervalle d'environ 6 minutes, les Celtics ont passé un 24-8 qui leur a permis de complètement revenir de la rencontre alors qu'ils avaient compté jusqu'à 21 points de retard. Un 24-8 notamment marqué par un 6 sur 8 à 3 points. On a enfin retrouvé des Celtics en capacité de sanctionner sur des tirs ouverts au-delà de la ligne à 3 points, et on sait que c'est une équipe extrêmement dépendante du volume de tir à 3 points et de l'adresse au-delà de la ligne pour performer. Au-delà de ça, Boston a aussi été beaucoup plus physique, beaucoup plus rigoureux, et a offert un défi finalement à ces Cleveland Cavaliers qui n'avaient pas su proposer dans les deux premiers matchs. Je vous propose de revenir sur la toute fin de rencontre qui a également été décisive avec une exécution absolument fantastique en sortie de temps mort des Celtics. Brad Stevens est un génie des ATO, des After Timeout, et c'est ce que je vous propose d'analyser dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant d'analyser la fin de match, ce qu'il est très important de comprendre dans ce match 3, c'est que les Celtics se sont imposés en retrouvant enfin des couleurs en attaque, notamment en retrouvant de l'adresse et en marquant enfin tous ces tirs à 3 points qu'ils avaient eu déjà ouverts dans les deux premiers matchs mais qu'ils n'avaient pas réussi à sanctionner. Là, ils ont eu le même nombre de tirs ouverts, complètement ouverts même bien souvent au-delà de la ligne, mais ils ont enfin été adroits à 3 points. Ils terminent à 18 sur 40, ils avaient été à 12 sur 38 dans le match 1 et 8 sur 22 dans le match 2, donc c'est vraiment cette adresse à 3 points retrouvée qui a permis aux Celtics d'arracher une belle performance d'attaque à 1,23 points par possession qui leur a permis de remporter la rencontre. Et puis dans le même temps, ils ont enfin montrer quelque chose de positif en défense. C'est pas qu'ils ont extrêmement bien défendu, qu'ils ont été efficaces en défense, parce que les Cavs finissent à 1,20 points par possession, ce qui est une très très grosse moyenne, mais ils ont enfin proposé un défi physique. En témoignent les 36 lancers francs tentés par Cleveland. Il y avait vraiment une volonté de rien laisser de facile, de rien laisser ouvert, et puis ils ont enfin arrêté de changer systématiquement sur tous les écrans. On a vu beaucoup plus de situations où le défenseur du porteur de balle sur le pick and roll essayait de contourner l'écran, essayait d'être agressif dans son replacement, comme ici à l'image où voyez le ballon arrive dans les mains de LeBron James, il y a un écran sur lui, Crowder fait l'effort de revenir sur James et on ne change pas, et du coup on n'a pas ces mismatchs où un intérieur devait défendre sur un extérieur de Cleveland et était systématiquement battu, et ça ouvrait comme ça des drives vers le cercle. On a vu des Celtics beaucoup plus appliqués sur la défense du pick and roll, et ça aura été aussi l'un des déterminants du match, cette capacité à neutraliser ces drives faciles qu'avait eu Cleveland dans les précédentes rencontres de ces finales de conférence Est. À 2 minutes de la fin, les Celtics sont à -2. Montée de balle pour les Cavs. Et voyez que sur la montée de balle, Avery Bradley n'est pas content parce qu'il y a eu un problème d'assignation défensif. Et il se retrouve sur LeBron James alors que c'est normalement le joueur de Crowder. Crowder se retrouve sur J.R. Smith. Et on va retrouver côté Cleveland cette équipe des Cavs qu'on a beaucoup vu en saison, qui dans les fins de match serrés mise beaucoup sur le 1 contre 1, mise beaucoup sur l'isolation. Très bon drive de J.R. Smith qui décale Kevin Love à 3 points dans le corner, mais le tir à 3 points ouvert est manqué. Rebond Celtics qui déroule à l'opposé en attaque placée, et on va retrouver les Celtics qu'on a connus en saison régulière avec beaucoup de passes, un ballon qui est très vivant, qui circule bien, une belle fixation intérieure sur Horford qui ressort tout de suite, ça décale sur Smart, petite feinte qui efface complètement J.R. Smith qui saute dedans comme un benjamin, et les Celtics auront 3 lancers francs. Montée de balle de Cleveland, et on va retrouver une possession avec beaucoup de 1 contre 1 et un Kyrie Irving qui va tenter un tir à 3 points en step back très compliqué, et pas une seule passe sur cette possession. Et dans la montée de balle suivante, Boston demande
un temps mort. Va commencer maintenant un festival d'ATO, d'after timeout, sur la fin de match. Brad Stevens est vraiment un génie pour ce qui est de la mise en place tactique en sortie de temps mort. Ça commence par une petite feinte de Crowder qui regarde Jerebko en lui disant « Je vais venir te poser un écran ». Mais bien sûr, il ne le fait pas. Il se présente au ballon. Dans la continuité, on a un double écran descendant, un double pin down pour Marcus Smart qui va venir jaillir dans le poste de l'ailier, mais c'est un leurre. Parce que la séquence, elle est initialement dessinée pour Horford, qui récupère le ballon au poste bas. On a ensuite un clear out des Celtics. On va complètement dégager le côté droit du terrain pour que Horford puisse jouer le 1 contre 1 à partir du poste bas. Les Celtics s'attendaient à ce que les Cavs changent en défense et que Horford se retrouve défendu par un joueur plus petit. Ça n'est pas été le cas, mais Boston parvient quand même à marquer. Cleveland ne demande pas temps mort, joue la possession dans la continuité et on a encore une erreur de marquage défensif initial côté Celtics puisque Smart qui devrait être sur J.R. Smith est sur James et que Crowder qui devrait être sur James est sur J.R. Smith. Résultat, Cleveland en profite et utilise le mismatch en faisant poster James face à Marcus Smart et énorme erreur défensive de Crowder qui vient aider sur la première passe. C'est dans les 10 commandements du basket, on ne vient jamais aider sur la première passe, surtout pas en laissant un tireur à 3 points ouvert et Cleveland égalise. Temps mort Celtics, remise en jeu mi-terrain et Boston, alors qu'il reste 36 secondes à jouer, a tout intérêt à trouver un panier rapidement pour jouer le 2 pour 1 et avoir le dernier ballon du match. Démarquage de Bradley qui jaillit dans l'axe panier-panier et immédiatement on a un 1-2 screen, un écran entre les deux arrières côté Celtics qui va permettre à Bradley d'aller attaquer à partir du côté droit dans l'intervalle vers le cercle. Regardez J.R. Smith, il tourne le dos au ballon, il ne se rend pas compte qu'il doit changer sur l'écran, que Irving est complètement coincé, il laisse Bradley tout seul, Bradley qui peut accélérer. Résultat, on a une aide de 4 joueurs en même temps du côté des Cavs. Cette image elle est fascinante, 4 joueurs qui viennent aider en même temps dans la raquette. Résultat, Avery Bradley n'a que l'embarras du choix, il peut servir soit à droite pour Jay Crowder tout seul dans le coin, soit à l'opposé sur le côté gauche pour Jerebko qui est également tout seul dans le coin à 3 points. Il choisit finalement de servir à gauche et Jerebko peut déclencher sur un tir complètement ouvert qui permet, une fois inscrit, aux Celtics d'être à +2 car Jerebko avait le pied sur la ligne. Et si Jerebko était tout seul dans le coin gauche, c'est pas le hasard parce que regardez dans ce coin gauche, il a un excellent pourcentage à 3 points, très au-dessus de la moyenne NBA et idem pour Jay Crowder, s'il était dans le coin droit, ça n'est pas non plus par hasard parce que c'est dans ce coin droit qu'il a un très bon pourcentage à 3 points au-dessus de la moyenne NBA. Tout ça a été décidé par coach Stevens. Et c'est ce système qui permettait cette optimisation des prises de tir potentielles pour donner aux Celtics le maximum de chances de scorer. Boston est à +2, temps mort Cleveland, remise en jeu mi-terrain. Love vient poser un écran sur James et vous voyez que l'écran est mal posé. Crowder peut très facilement le contourner et rester en marquage agressif sur James. C'est ce qui se passe ici. Et les Cleveland Cavaliers sont à 2 doigts de se faire intercepter leur remise en jeu. Vous voyez l'importance de poser des bons écrans. C'est sur ces petits détails qu'on gagne des fins de match. James récupère quand même le ballon et Cleveland met en place une simple isolation dans l'axe panier-panier avec LeBron James qui tente d'attaquer face à Crowder, mais bonne mise en place défensive des Celtics. James choisit de reculer, écran sur lui à nouveau de Kevin Love. Les Celtics font le choix de changer, ce qui peut être risqué. LeBron James, bien entendu, va en profiter pour attaquer Horford en vitesse, mais très bonne aide de Crowder qui vient fermer l'accès au panier. On va décaler sur Williams dans le corner. Très bon close-out de Marcus Smart. Les Cavs font bien circuler, ça repasse par Irving qui attaque en dribble dans l'intervalle et là l'aide est trop tardive et Cleveland égalise à 11 secondes de la fin. Évidemment, les Celtics prennent leur dernier temps mort et vont avoir une remise en jeu mi-terrain
où coach Stevens aura préparé un ATO 5 étoiles. Démarquage de Marcus Smart qui peut récupérer tranquillement la passe de remise en jeu. Regardez le marquage défensif de Cleveland. Côté Cavs, on a la feuille de match et on est bien au courant que Marcus Smart est l'homme du match et en train de faire un match exceptionnel. Donc on a mis LeBron James en défense sur lui pour potentiellement avoir le meilleur défenseur de l'équipe sur le meilleur joueur adverse. Dans le coin, on a mis Shumpert sur Crowder. Et pourquoi J.R. Smith, qui est l'un des plus mauvais défenseurs de l'équipe, est sur le terrain dans cette fin de match, en marquage en plus sur Bradley, qui est un des meilleurs attaquants de cette équipe des Celtics. Des Celtics qui très intelligemment ne vont pas lancer leur système tout de suite. Ils vont laisser les secondes s'égrener avant de lancer une séquence à peu près 6 secondes de la fin pour avoir vraiment le dernier tir au buzzer. Une séquence toute simple où Bradley va venir poser un écran dans le corner, Crowder va venir flasher vers la raquette, regardez J.R. Smith en défense qui fait n'importe quoi. Au lieu de rester en marquage strict sur Crowder, il descend inexplicablement en laissant déjà son vis-à-vis tout seul. Dans la continuité, c'était une action en flex, donc Bradley qui venait de poser un écran bénéficie à son tour d'un écran de Horford et cafouillage total dans la défense de Cleveland puisqu'on a deux défenseurs qui accompagnent Crowder. Bradley se retrouve tout seul à 3 points après un magnifique écran de Horford. Il peut déclencher au-delà de la ligne et avec un petit peu de chance. Et parfois dans le basket, il vaut mieux être chanceux que bon. Les Celtics arrachent la victoire au buzzer. Bradley peut remercier le ciel d'avoir inventé J.R. Smith en défense sur lui. Au final, les Celtics s'imposent vraiment grâce à une belle performance en attaque. Pour la première fois de la série, cette équipe des Celtics a réussi à dérouler son fond de jeu en attaque à base de beaucoup de circulation du ballon, de beaucoup de passes et d'une adresse à 3 points enfin retrouvée. D'une manière générale, on a retrouvé sur ce match les deux équipes telles que j'avais pu vous les présenter dans ma preview sur la série, avec deux équipes qui tentent un gros volume de tirs au-delà de la ligne à 3 points, deux équipes qui sont très dépendantes de la réussite à 3 points finalement pour s'imposer, ce qui avait été un petit peu moins vrai dans les deux premiers matchs où Cleveland avait très bien attaqué le cercle et avait marqué beaucoup de points dans la raquette et n'avait pas eu besoin comme ça de surutiliser le tir à 3 points. Là, les Celtics, en haussant un petit peu leur niveau de jeu défensif et en muselant un petit peu mieux cette attaque de Cleveland, eh bien ils ont un petit peu mieux contesté tous ces drives faciles que les Cavs avaient pu avoir dans les deux premières rencontres et ont donc contraint cette équipe de Cleveland à prendre plus de tirs loin du panier. Des Cavs qui ont été complètement binaires sur ce match avec une très bonne première mi-temps où ils ont redéroulé finalement tel qu'on avait vu cette équipe des Cavs évoluer durant ces playoffs. Et puis en deuxième mi-temps, comme toutes les équipes qui misent beaucoup sur l'adresse extérieure, eh bien ils ont été dans une séquence où ça voulait plus. Et à côté de ça, il n'y a pas eu vraiment d'autres solutions pour trouver des paniers et les Celtics sont plus comme ça revenir complètement dans la rencontre. C'est vraiment, je le répète, une victoire d'attaque. Même si on a vu un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de défi physique des Celtics, ils s'imposent grâce à une victoire d'attaque. Ils finissent à 1,23 points par possession sur cette rencontre. Ils avaient été à 0,87 dans le match 2, accident industriel, et 1,13 dans le match 1. Donc ils ont réussi, grâce à l'adresse à 3 points, à retrouver des niveaux d'efficacité offensif qui leur ont permis de s'imposer. En face, les Cavs sont quand même à 1,20 points par possession, malgré un James qui fait l'un de ses plus mauvais matchs en carrière avec 7 d'évaluation. Donc ça en dit aussi long sur le niveau de cette équipe de Cleveland qui finalement reste au contact sur toute la rencontre avant de s'écrouler au buzzer, malgré un joueur vedette qui passe
complètement à côté. C'est aussi assez fascinant et je ne pense pas qu'on puisse aussi facilement tirer la conclusion qui serait la suivante. Bon, les Cavs se sont inclinés parce que James fait un mauvais match. Je pense que James n'a pas trop tiré la couverture à lui en attaque parce que ses coéquipiers étaient en train, sur le plan du rendement offensif, de faire quelque chose de vraiment intéressant. Irving fait un super match d'adresse, Kevin Love aussi, J.R. Smith au-delà de ses errances, au-delà en défense, au-delà de la ligne à 3 points, il aura été très très bon. Et James, finalement, voyant que les coéquipiers faisaient le boulot, s'est un petit peu mis en retrait, bien gêné aussi par les quelques ajustements défensifs des Celtics, notamment sur les pick and roll et dans l'aide. Ils sont bien venus contester les éventuels drives et les Cavs n'ont pas pu avoir tous ces lay-ups faciles qu'ils avaient pu avoir dans les précédentes rencontres. Et puis dans la fin de match, on a retrouvé des Celtics emmenés par le sacro-saint père des ATO, coach Stevens, qui a dessiné vraiment des systèmes de remise en jeu mi-terrain dans les fins de match absolument géniales, qui ont été exécutés à merveille par les Celtics, et on a revu des Cavs qu'on ne connaissait que trop bien, qui avaient toutes les peines du monde à défendre d'une manière collective, dès lors que c'est très très riche en mouvement en face, et c'est ce que je vous avais notamment exposé dans la preview. Il faut s'attendre à une énorme réaction évidemment de Cleveland dans le match 4, et notamment de LeBron James. Ça va être intéressant de voir comment ces Celtics finalement vont se repositionner dans ce match 4. Et puis petite anecdote qui est relativement intéressante, n'oubliez jamais que la NBA c'est avant tout un business, et que en arrachant une victoire et en évitant de se faire sweeper, et donc en permettant à cette série d'être prolongée au moins sur un 5e match qui aura lieu à Boston, eh bien les Celtics assurent au club de Boston et à la NBA, puisqu'il y a un système de redistribution des richesses, au moins 2,5 millions de dollars de recettes grâce à la présence d'un match 5 qui n'était pas parti pour avoir lieu. Voilà une victoire au buzzer qui rapporte 2,5 millions de dollars minimum d'après mes estimations. C'est toujours bon à avoir en tête, voyez comme quoi ce qu'on appelle les big money shots, tout ça n'est pas si métaphorique que ça. Allez, je vous dis à très bientôt, merci de votre fidélité, bon match à tous.